Oula. Alors, Laura, Paul, vous êtes en ligne? Bon webinaire. Ça marche. Bonsoir à tous, comme je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Soyez les bienvenus sur Vivo Vojo. Alors, je me présente, je m'appelle Laura Massis, je suis une ancienne journaliste présentatrice sur France Télévisions pendant 20 ans. J'ai fait un grand tournant et aujourd'hui, je suis coach en transition de vie et je suis intervieweuse et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, que j'ai l'immense joie, l'immense honneur, je pèse mes mots, d'animer ce webinaire de Vivo Vojo. Ce soir, eh bien, nous allons parler d'une thématique qui va évidemment vous intéresser parce que nous allons parler de transformation. Nous allons parler d'évolution. Vous le savez, on vit une immense période de mutation, une immense période de transition. Alors, comment est-ce que dans cette période-là, vous allez trouver de l'alignement, vous allez trouver de la paix, vous allez essayer de traverser malgré les turbulences, essayer d'être plus en équilibre possible dans votre vie et comment surtout ne pas céder, je dirais, à l'anxiété, la peur et tout ce qui s'ensuit à travers cette période-là. C'est tout l'enjeu justement de ce webinaire. Nous allons passer 1h15 ensemble et pour y voir plus clair, pour trouver justement des pistes de solutions, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter quelqu'un que j'adore. Il est conférencier, bien sûr, il est auteur. C'est votre conférencier ce soir, c'est votre auteur. Il s'agit de Paul Pironnet. Bonsoir, Paul. Eh bien, bonsoir, ma chère Laura. Tellement heureux de te retrouver ce soir. Et puis, je salue bien sûr tous ceux qui nous rejoignent en grand nombre. Ouais, merci à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Paul, je rappelle que tu fais partie des experts de renommée internationale en programmation neurolinguistique. Tu as à ton actif, allez, on peut le dire, plus de 60 000 heures d'enseignement. Tu as écrit de nombreux livres. Toute ta vie, finalement, je crois que je me trompe pas en disant ça, est consacrée à la PNL. C'est vraiment ton bébé, c'est ton dada. Et en plus de ça, je dirais que ta passion véritable, c'est la transmission. Tu adores ça. Tu adores aussi les mécanismes de transformation. Et je crois ne pas me tromper en disant que tu es un maître, tu es un as véritablement du changement. Je le disais tout à l'heure, bien sûr que dans cette période-là, peut-être que vous êtes secoué, peut-être que cette période vient vous stretcher, professionnellement bien sûr, mais également dans votre vie privée. Je voudrais savoir quel regard aujourd'hui tu portes, Paul, justement sur cette période, je dirais, de transition et de grande mutation. D'abord, je vais te remercier pour le temps qu'on prend ensemble là ce soir et pour cette magnifique présentation. Alors, j'ai toujours un petit peu, je vais répondre à ta question par rapport à cette transition actuelle, mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on est de nombreux experts, et moi j'ai une coloration effectivement axée sur la PNL, mais plus que la PNL, ce qui m'intéresse, c'est le développement humain. Et c'est vrai que pour le coup, revenir sur la thématique sur laquelle tu m'orientes, à savoir cette notion de transformation, je crois que j'ai l'impression au fil des ans, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais que le monde s'accélère un petit peu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les années passent de plus en plus vite et que les processus de changement qui ont toujours été là, puisque nous sommes des êtres vivants et par définition, tout ce qui est vivant est basé sur une forme de transformation permanente. C'est vrai pour nos cellules, c'est vrai pour notre corps, c'est vrai pour tout ce qui se transforme. Je te connais depuis quelques années maintenant et je te vois aussi énormément te transformer, comme évidemment les personnes qui nous suivent ce soir. Et donc, du coup, cette phase de transformation, elle est permanente. Alors, parfois, elle est confrontée à des situations, on va voir, de crise. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on souhaiterait et ce que la vie nous amène, et que du coup, face à ces crises, on va le voir, on a différentes stratégies possibles. Et l'idée pour moi, c'est de profiter justement de cette évolution externe et extérieure pour grandir à l'intérieur de façon à pouvoir s'adapter en permanence. Et pour moi, l'évolution, c'est ça, c'est cette transformation permanente, accepter que le monde change, que tout change, et qu'à partir de cela, on puisse gagner à la fois en sérénité, mais aussi en capacité d'accueillir, de comprendre, d'aimer et de transformer. Alors, on va revenir bien sûr sur tous ces outils. Tu vas nous donner justement des outils par rapport à tout ça, par rapport à cette transformation, par rapport à cette évolution. Mais est-ce que tu trouves que cette période est propice pour le changement justement et pour justement se positionner peut-être pas en victime, c'est quand même ça l'idée, mais essayer de surfer finalement, même si c'est difficile, attention, je sais bien, c'est extrêmement difficile, surtout quand on voit son métier s'écrouler, quand on voit des choses dans sa vie quotidienne disparaître. Et qu'on est peut-être dans le manque, c'est peut-être difficile pour ça, mais en tout cas, est-ce que c'est une période, que tu ressens comme finalement extrêmement intéressante pour se transformer?
Alors absolument, je peux pas te dire non à ça parce que moi je suis évidemment confronté à un très très grand nombre de personnes. Certains ont des très grosses difficultés, d'autres ont des moins grosses difficultés, d'autres sont plutôt portés par ce qui se passe, d'autres encore ils trouvent tout de suite énormément d'opportunités, donc ils sont très heureux de ce qui se passe. Donc on voit que nous ayons intégrer cette idée de changement et que ensuite on puisse trouver le temps, les moyens, l'énergie, l'environnement qui va évidemment nous aider à changer. Alors justement, j'espère que tu vas nous donner toutes les clés et tous les outils pour intégrer justement ce changement et que tu vas être toi aussi un accélérateur de transformation par rapport à ça. Petite parenthèse, on va avoir un petit moment d'ici 3/4 d'heure, à peu près 40 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions. Essayez de faire comme d'habitude des questions assez courtes comme ça. Plus il y a de questions courtes, plus on va pouvoir vous répondre de manière synthétique. Donc, n'hésitez pas. Certains nous disent qu'il y a des coupures, qu'il y a des bugs. Bon, ça fait partie, ça c'est Internet. Tout le monde est sur Internet en ce moment, surtout le soir. Donc, soyez patients. Il y aura un replay, bien évidemment, de ce webinaire. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Première question qui est vraiment importante pour moi, qu'on soit bien clair sur la définition du changement. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que le changement pour toi? Alors, le changement, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, comme de nombreuses personnes. Et si j'avais à le définir, c'est cette capacité à s'adapter à un environnement qui change. Le changement, c'est un processus constant qui va passer par des étapes pour justement évoluer, j'ai presque envie de dire co-évoluer avec l'environnement. C'est-à-dire, le changement, on l'a connu dès notre naissance et même avant, hein, puisque on est arrivé 9 mois dans un environnement fort protégé, et puis ensuite il y a quelques contractions qui nous ont invités à vivre cette première crise de changement important qui est de naître, et puis après, d'année en année, ce changement a été constant. Et je pense que dans ce processus d'évolution, le changement, c'est cette faculté à s'adapter, c'est-à-dire à accueillir, à aimer et à transformer. Je pense que c'est ça que c'est pour moi le changement permanent. Donc après, il se vit à plein de niveaux, hein, au niveau physique, bien sûr, au niveau émotionnel, mental, spirituel. Enfin, il y a plein de niveaux. Et puis, il se vit après dans plein de domaines de sa vie. Voilà, donc c'est cette dynamique constante, on pourrait dire, d'accueil, je dirais, de considération, de prise en compte, et puis plutôt qu'être dans un système de fuite ou d'attaque, il s'agira de transformer. Et c'est là que toute la richesse, en quelque sorte, de ce processus réside dans cette faculté, si on connecte justement avec ces processus de changement, d'adaptation, et bien de grandir avec, c'est-à-dire de grandir avec cet environnement. Parce que si on grandit pas avec cet environnement, et bien du coup, on finira par disparaître, exactement comme tout élément vivant, finalement. Est-ce qu'on pourrait dire que le changement est un état d'esprit? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est à la fois un état d'esprit, parce que ça commence par là, hein. Nous avons une conscience, donc cette conscience, elle est là pour nous aider à nous élever en quelque sorte. Et dans ce processus de changement, évidemment que cette conscience, elle joue un rôle important. Après, ce n'est pas le seul niveau, hein. Le changement, il se fait au niveau émotionnel, il se fait au niveau de nos comportements, il se fait au niveau physique, il se fait au niveau, tout change en fait en permanence. Donc le changement, c'est un processus de vie, de transformation permanente, et malheureusement on est fabriqué d'une certaine manière qui consiste justement à être rassuré, notamment parce que l'on connaît, et par définition d'être insécurisé par le changement. Donc heureusement qu'il y a parfois le désir de changer qui nous aide à nous motiver, ou parfois la peur de ne pas changer, parce que ou la peur de rester dans un contexte qui nous va plus en fait, et du coup qui peut entraîner de la colère et qui peut entraîner du coup une dynamique justement de changement. Après, tout ça est affaire de niveau de conscience à l'égard du décalage dans lequel et avec lequel nous allons être confrontés dans une période. Si je vis une séparation, par exemple, avec une personne que je n'ai pas choisie, cette séparation, je peux la fuir ou l'attaquer, mais je peux aussi en profiter pour grandir avec. Voilà, et c'est dans cet espace qu'il y a entre la situation que je vis, qui est inconfortable, et la réaction que je vais avoir, qui est d'abord une perception, qui est aussi un sentiment, et puis par conséquent un comportement. Donc c'est dans cet espace entre la situation et la réaction que réside finalement un champ de possibilités qui va être large parce que je prends conscience des choses. Si je reste dans un mode très automatique, X, Y, et du coup, je réagis ou je fuis
Mais l'espace de transformation, il réside par l'élévation et l'enrichissement que je vais avoir justement dans cette prise de conscience, dans ce champ de possibilités que je vais toucher aussi sur le plan émotionnel et par conséquent sur le plan comportemental. Alors, tu parlais tout à l'heure d'étapes, ok? Le changement procède en fait par différentes étapes. J'aimerais qu'on revienne justement à ces étapes et peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à ça et se dire, est-ce qu'il y a des cycles finalement de changement comme la nature a des cycles? Ah oui, bien sûr, puisque le changement a ses saisons. À ces saisons, c'est-à-dire que en gros, moi j'aime beaucoup observer la nature parce qu'en fait on en fait complètement partie, ce qui veut dire qu'on répond aux mêmes lois. Un premier niveau de changement, c'est ce que je vais appeler la phase d'automne, c'est-à-dire les feuilles tombent, mon énergie tombe, je rentre un peu dans de la démotivation. Pourquoi ? Parce que le couple dans lequel je me suis engagé me stimule un peu moins, parce que le travail dans lequel je me suis engagé, du coup me stimule un peu moins, parce que voilà, je suis dans une vie qui, par phénomène d'automatisme, en tout cas, me nourrit de moins en moins pour des raisons X ou Y. Et du coup, étant de moins en moins nourri, mais confortablement installé, je continue à faire plus de la même chose. Dit autrement, je rentre dans mes habitudes. Et après tout, c'est aussi une partie importante. Mais à l'image de l'automne, les feuilles tombent parce que mon énergie est en train de tomber peu à peu, jusqu'au moment où je m'interroge sur le sens de ce pourquoi je suis là. Ou pas, cette question, elle va se poser ou pas. Peut-être que je vais... là, il y a plein de façons de ne pas prendre en compte cette partie-là et de se laisser descendre, un peu comme un type qui tomberait du 9e étage, qui devant chaque étage vous dit pour l'instant, ça va. Je fais par exemple, imaginez que je fume tous les jours, beaucoup, mais je dis, bon, pour l'instant, ça va. Je parle de moins en moins bien à mes enfants, mais bon, pour l'instant, ça va. Je suis de moins en moins stimulé par mon travail, mais bon, pour l'instant, ça va, il y a pire, etc. Donc là, je suis un peu dans ma phase d'automne. Et pour l'instant, c'est insidieux alors. C'est insidieux. C'est-à-dire il y a une partie qui est positive, qui est d'abord le confort que j'ai à me laisser un peu porter. Et de temps en temps, c'est chouette. Quand on prend des vacances, on se laisse porter. Quand on laisse aller en automatique, on lâche les projets pour profiter de l'instant présent, par exemple. Et puis, on n'a pas forcément de projet. Au contraire. Ou alors, si on en a un, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, profiter. Et puis, après, au bout d'un moment, si on n'a pas de projet, eh bien, du coup, même si c'était confortable au départ, au bout d'un moment, ça va l'être de moins en moins. Et donc, là, on va vivre justement ce sentiment d'inconfort parce que, d'abord, on fait toujours de la même chose. Alors, il y a des gens qui vont y réagir plus vite que d'autres. Certains vont pouvoir s'installer assez longtemps dans ces habitudes, mais au bout d'un moment, ces habitudes, elles vont se traduire par des sentiments de frustration qui vont commencer à naître. Parce que évidemment, c'était chouette d'aller manger tous les dimanches chez Belle Maman, mais au bout d'un moment, ça commence à on n'y voit plus tellement le sens. C'était chouette d'aller travailler tous les jours à l'usine, mais bon, au bout d'un moment, on n'y voit plus le sens. Et j'ai envie de dire, tous les métiers, aussi stimulants soient-ils, moi j'ai eu l'occasion d'évoluer dans pas mal de métiers. Et c'est vrai que à faire au bout d'un moment de la même chose, aussi confortable soit le métier, aussi confortable soit la réalisation, et au bout d'un moment, on a besoin de nouveautés. Donc, du coup, cette énergie tombe et on serait un peu en phase d'automne. Et puis, peu à peu, on va toucher la zone d'hiver, pour reprendre une image en lien avec nos saisons. La zone d'hiver, c'est-à-dire qu'on va se rétracter. Et c'est la tendance qu'on va avoir. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'environnement ne répondant plus vraiment à ce à quoi on aspire, on parle de moins en moins à son conjoint, par exemple, et puis, on lui parle pour régler les problèmes du jour, des choses comme ça, mais bon, on parle de moins en moins à ses enfants, on parle de moins en moins à ses collaborateurs, et on se renferme un peu sur soi-même. Et du coup, on s'isole un peu, c'est la première phase, jusqu'au moment où on commence à sentir que ça va plus du tout. Et là, c'est la phase un peu d'hiver, c'est-à-dire que c'est la phase où on se rétracte. C'est une phase qui est à la fois importante, qui est saine, qui est de laisser un peu les choses en jachère, mais c'est aussi la phase dans laquelle j'ai le plus de risques de tomber dans mes phénomènes de victimisation. À savoir que, comme l'environnement ne répond plus à ce à quoi j'aspire, mon entreprise, mon patron, la société, l'éducation, etc. C'est un peu ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. C'est-à-dire que comme on comprend pas du tout ce qui se passe dans notre environnement, voire même les décisions qui sont prises ont tout sauf du sens pour nous, le risque, c'est de tomber dans la victimisation, qui veut dire en gros, je souffre du fait que l'État ou l'environnement prend pas en charge mes propres besoins, donc je me sens victime. Et comme j'en souffre, puisque j'attribue du coup à mon environnement le pouvoir de répondre à mes besoins, mais comme il le fait pas, du coup je me sens
injuste, enfin, je me sens pas aimé ou pas. Voilà. Et du coup, tu comprends l'idée, c'est-à-dire que dans ma posture de victimisation, eh bien, je vais reprocher et je vais sentir de l'injustice. D'un côté, je me sens pas aimé, problème de lien, problème de considération, je me sens dévalorisé. Et l'autre côté, problème de loi, c'est-à-dire que je me sens injustement traité. Et là, le risque, c'est de tomber à la fois dans une forme de tristesse interne qui découle justement d'un manque de stimulation, etc. Et en même temps de colère parce que j'estime que l'environnement n'est pas juste avec moi. Donc, tant que je suis dans cette victimisation, le risque, c'est que j'ai une réaction soit de fuite, soit d'attaque à l'égard de l'environnement, et auquel cas, je vais plutôt développer des comportements qui vont me mettre en crise et qui vont être compliqués dans la crise, où je vais me ramener sur moi-même, les peurs vont devenir plus importantes, je vais donc, grâce, si je puis dire, à ces peurs, eh bien, développer des mécanismes à l'égard de l'environnement qui vont entraîner ces insécurités. Du coup, je vais commencer à regarder tout ce qui ne va pas autour de moi. Je vais attribuer évidemment des intentions extrêmement négatives à mon égard. Je vais sentir qu'il y a des injustices de plus en plus fortes. Bref, je suis dans ma zone rouge en quelque sorte. Et là, il y a quelques alertes sur lesquelles on pourra revenir, mais qui sont très importantes. La première, c'est que je suis dans une posture en général à petit niveau ou à grand niveau, mais où je rejette la responsabilité sur les autres. Deux, je rentre dans des processus de dévalorisation, de critique, de rejet. Ça, c'est le deuxième alerte. 3, du coup, je me sens victime, et à juste titre, parce que je me sens maltraité, mal considéré, injustement traité. Et 4, je vais développer des automatismes de défense ou justifier des modalités d'attaque contre le monde extérieur. Ça, c'est ma zone rouge. Alors, la clé, c'est évidemment de reconnaître cette partie-là. C'est d'accueillir cette partie-là. Toi-même as eu des passages de transformation importants, avec des gros doutes. Je me souviens d'une longue conversation sur la notion de chaos qu'on a eu ensemble. Et oui, on rencontre le chaos à ce moment-là. Et il faut rencontrer ce chaos, il faut l'accueillir, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut véritablement réallumer ce que j'appelle des réverbères, c'est-à-dire reprendre conscience finalement des valeurs qui sont vraiment importantes à nos yeux. Et du coup, à partir de ces valeurs, de se rééduquer dans un mindset, c'est-à-dire une façon de penser, une façon d'accueillir les choses d'une manière différente, et puis bien sûr d'agir d'une manière différente pour entrer dans une zone de printemps. Et la zone de printemps, ça va être le changement qui s'engage, c'est-à-dire cette faculté à oser reprendre sa place. Donc ça va commencer par de l'écoute de soi-même, par de la considération de soi-même, par de la revalorisation de soi-même, par l'intégration de nouveaux comportements, parce que à tenir les mêmes comportements, on aurait les mêmes résultats, donc il faut les changer, ces comportements. Et puis du coup intégrer. Et au départ, ça va demander beaucoup d'énergie, parce que c'est un peu comme se remettre à la course à pied. Au début, c'est beaucoup plus confortable de rester sur son canapé que de décider d'aller courir. Et c'est en général les 100 premiers mètres qui sont les plus difficiles. Et donc, on voit bien que dans cette phase de changement, là, une partie de nous-mêmes, préconsciente et inconsciente, qui est plus émotionnelle, va en général chercher à plutôt nous maintenir immédiatement dans un confort. Et donc, du coup, rejeter ce qui pourrait nous générer de l'inconfort en faisant, curieusement, en général, des choses qui nous desservent. Par exemple, c'est plus facile quand je suis fatigué, je rentre du boulot, que je suis pas en forme, de m'asseoir sur mon canapé, de regarder Netflix ou de boire, de me laisser aller, quoi, en gros, à manger mal, voilà. Et ça, le problème, c'est que, et on le voit dans notre société, je suis prêt à parier que plus les gens sont stressés, plus la consommation de coca, de sucre, de choses comme ça augmente en fait. D'ailleurs, curieusement, on voit que les restaurants encore ouverts aujourd'hui, c'est McDonald's, et vraiment il y a une question à se poser. Et moi, je dis que encore une fois, la société est probablement quelque part à notre image. Et que ce soit vrai ou non, je m'en fous. La vraie question, c'est je me dis en quoi cette société m'invite à réfléchir sur ce que je peux intérieurement changer. Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la question. Du coup, ça apporte de la responsabilité par rapport à soi. Absolument. À la société aussi, bien évidemment. Donc ça, c'est une vraie question à se poser. J'ai juste une petite précision, parce qu'il y a des gens qui sont en hiver, et surtout en cette période, qui restent dans cette période d'hiver, hivernale. Oui. Est-ce qu'il faut nécessairement aller dans ce chaos-là
pour se transformer. Est-ce que on peut pas, de par un projet, de par une excitation, de par une vision, finalement, se transformer aussi? Oui. Alors, le changement, sur le plan humain, après plus de 30 ans de formation et d'accompagnement de très nombreuses personnes, j'ai vraiment senti qu'il y avait toujours deux choses qui mobilisent un être humain. C'est soit la crainte d'un problème plus important, soit le désir de quelque chose qui soit plus fort que ce que je vis maintenant. Donc, c'est l'écart entre le désir et la peur qui est évidemment le plus gros moteur. Sauf que derrière chaque peur, il y a un désir, Paulo. Pardon? Derrière chaque peur, il y a un désir aussi. Absolument. Derrière chaque frustration, il y a un désir. Que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, parfois du rejet ou du dégoût, qui sont pour moi les alertes rouges émotionnelles les plus fortes. Et derrière chacune, évidemment que ça révèle probablement un important, ce que j'appelle derrière toute ombre, il y a de la lumière. Et derrière toute souffrance, il y a évidemment derrière le germe, évidemment, d'une satisfaction plus élevée, d'une valeur plus élevée. Et je pense que confronté à un environnement qui déstabilise, qui nous amène justement à sortir parfois de nos certitudes, parce que ça c'est pour moi un des aspects positifs du moment, c'est que j'ai jamais vu autant de gens rentrer dans l'incertitude. Et l'incertitude, ça a aussi pour effet de faciliter les processus de changement et d'intégration de nouveaux comportements. Donc, pour ces notions d'alerte, parce que ta question c'était au fond quoi faire quand je suis dans ces alertes rouges. Oui. Donc, oui, parce que je pense que ça peut intéresser des gens qui nous regardent. Ah ben absolument. C'est vraiment de l'hiver. Pardon. Qui n'arrivent pas à trouver le temps. Passer de l'hiver au printemps. Alors, ce que je dis toujours, c'est que c'est parce qu'on a bien accueilli l'hiver qu'on passera mieux dans le printemps. C'est parce que j'ai bien accueilli mes zones de frustration que je peux vraiment détecter derrière ce qui est important. Mais il faut prendre le temps. Et dans tout processus, c'est un peu comme une plante, elle va tomber en automne, les feuilles vont tomber, il faudra un certain temps avec l'hiver qui est autour, pour se renfermer avant que justement ce processus de renaissance agisse. Puisqu'il faut laisser mourir pour laisser renaître. Et dans ce fait de laisser mourir, il y a cette idée d'accueil pour moi qui est très important de ces phases d'ombre. Alors évidemment, on les vit pas heureusement sur tous les plans en même temps. On peut être très heureux sur un plan, par exemple du couple, et puis se remettre en cause sur le plan professionnel ou inversement. Et c'est pour ça que dans ces phases de transformation, pour moi l'urgent, et c'est une des notions que je trouve très intéressante aussi en référence et au miroir de ce qui se passe, c'est de nous ramener à un des piliers qui est essentiel, c'est celui de la santé. C'est-à-dire comment me refaire du bien ici et maintenant dans mon corps, dans mon énergie, comment retrouver du désir dans son quotidien, sur quoi je peux remettre de la valeur ici et maintenant par mon corps, par mon énergie, par mes émotions, par mes relations, etc. Donc, c'est cette faculté à se refocaliser sur nos désirs. Parce que un des problèmes aussi quand on est dans cette zone d'ombre, c'est qu'on se laisse emporter parfois par cette zone d'ombre. Et moi, je dis, très intéressant d'accueillir ces zones d'ombre, mais pas de rester forcément tout le temps à 100% dedans. C'est-à-dire qu'il y a probablement des choses qui se passent bien. Et au fond, sur quoi je peux me raccrocher? Moi, je crois beaucoup, les gens qui sont perdus doivent leur survie parfois à ces 2 mm qu'ils ont transformés en 3 mm, puis en 4 mm, puis en 5 mm. Ces personnes qui auraient dû normalement perdre la vie, mais qui se sont raccrochées à des petites choses. Puis voilà, c'est remettre en mouvement cette petite étincelle en soufflant sur l'étincelle pour redonner de la chaleur et réallumer le feu peu à peu. Et donc pour ça, il faut un focus très important sur nos importants. Et je pense que dans ce mouvement de transformation, dans cette phase que certains vivent comme étant l'hiver, eh bien, le point le plus important, c'est de remettre l'accent sur le feu intérieur. Cette lumière que tu sais si bien mettre en avant par ton activité, qui est de réallumer en quelque sorte les personnes, de retrouver notre lumière. Et du coup, face à cette multitude d'informations, de remettre véritablement le focus, 1, sur ma responsabilité, et 2, sur comment j'accueille ce qui est, pour détecter derrière, au fond, mon désir, première chose,
Et plus je vais aller me réorienter sur mes désirs, que ce soit dans la manière de m'alimenter, de m'habiller, de faire du sport, de parler à mes enfants, de parler à mon conjoint, de réfléchir, de lire, où sont mes désirs aujourd'hui? Et en soufflant sur la braise du désir, on va découvrir ce que l'on aime. Et à travers ce que l'on aime, en soufflant sur la braise de ce que l'on aime, sur les premières bûches de ce que l'on aime, eh bien, on va enflammer en quelque sorte à travers ce que l'on aime, ce qui va nous donner véritablement de la joie, ce feu de la joie qui va enflammer probablement nos comportements vers ce printemps, c'est-à-dire vers quelque chose de nouveau en fait. Voilà. On a besoin de souffler. Alors si on prenait la métaphore du feu, on a besoin de souffler sur la braise pour enflammer. Et c'est là que dans ces moments difficiles, c'est très important de revenir sur nos importants. C'est-à-dire, de reprendre des responsabilités, de mettre le focus sur ce que je veux. Et oui. Juste, il y a des petites coupures, donc désolé de ça, hein, c'est pas de votre responsabilité. Donc, je voulais juste vous redire que vous aurez le replay, vous allez le recevoir à partir de demain, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Peut-être parler un tout petit peu plus lentement, si tu le veux bien, pour que les personnes qui nous suivent, je sais qu'il y a des coupures, c'est parfois désagréable, mais écoutez, ça fait partie, voilà, ce sont les aléas du direct. On est là ce soir avec vous, en tout cas, pour essayer de vous apporter le plus de soutien possible et d'outils possibles pour que vous accueilliez, en fait, différemment ce changement et que ce soit presque quelque chose qui soit un bénéfice pour vous, cette crise, finalement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, on a parlé de l'hiver, bien sûr, on a parlé du printemps et l'été dans tout ça. Alors, l'été, il va découler du printemps. Alors, c'est important de revenir sur cette notion de printemps pour dire déjà une chose, c'est que dans cette phase de printemps, je vais grandir avec ce qui est à l'intérieur de moi, mais qui ne s'est pas encore révélé à l'extérieur de moi. Ce qui veut dire que, au même titre qu'une plante, dans mon processus de changement, je vais être confronté à un environnement qui va, par définition, me confronter, me freiner. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on observe la nature, c'est que elle aussi, au même titre qu'une fusée qu'on envoie dans l'espace, on sait que 80% de son énergie est dépensée dans les 20% de la première partie du voyage. Et je crois que dans un processus de transformation, au départ, il va falloir mettre de l'énergie pour finalement des résultats qui sont pas très importants. Il va falloir apprendre à valoriser. Et à être patient. Et justement, à être patient. Parce que c'est un peu comme on sème. Au début, on voit pas pousser les choses. Alors, on aurait envie de fouiller dans la terre pour voir si le germe arrive, mais il faut juste faire confiance, en fait. Donc, entre le moment où on a semé, on arrose, il y a un certain temps. Après, la plante va commencer à apparaître. Et elle va paraître fragile. Et au début, c'est fragile. Quand on est dans la phase de printemps, on est par définition quelqu'un qui est porté par un projet intérieur, mais qui va se confronter à un environnement qui n'est pas encore prêt forcément à nous accueillir. Mais la beauté de la chose, c'est qu'en persévérant, en continuant de continuer, en m'entourant, alors il y a un certain nombre de paramètres pour donner de l'accélération à des transformations, mais en m'entourant correctement, eh bien, peu à peu, cette pousse, elle va prendre évidemment de la place et elle va commencer à donner des fleurs, à donner des fruits et à nourrir son environnement. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est vraiment animé de quelque chose à l'intérieur et qu'on vibre véritablement autour de cette sensibilité, il se passe quelque chose d'assez incroyable que j'ai toujours vu dans les processus de transformation. C'est que quand une personne est réellement animée, qu'elle vibre, comme dirait Coelho, qu'elle est véritablement dans sa légende personnelle, qu'elle a connecté à qui elle est, qu'elle a trouvé ce pourquoi elle est là, à quoi elle veut contribuer, qu'est-ce qu'elle veut partager dans ce monde, eh bien, comme c'est quelque chose qui résonne profondément à l'intérieur d'elle-même, elle va trouver assez rapidement un environnement qui va la soutenir dans cette dimension-là. Et là, comme dirait Coelho, c'est l'univers en fait qui va contribuer à
à me porter en fait. L'environnement. Et c'est ça l'été. L'été, c'est qu'on va donner des fruits et on va obtenir de plus en plus de retours en dépensant de moins en moins d'énergie, finalement pour de plus en plus de résultats. Sauf que parfois, et moi je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, il y a des femmes, des hommes qui n'arrivent pas à trouver ce feu, qui n'arrivent plus. C'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils n'arrivent plus à retrouver ce qui les fait véritablement vibrer. Alors c'est facile après de les rebrancher là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à faire ce processus-là tout seul en fait? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme outil? C'est très bien que tu m'interroges là-dessus parce que je voulais parler du risque de passer les saisons trop rapidement. Je pense que si on ne fait pas un travail d'accueil et de mise en profondeur dans la phase notamment d'hiver, eh bien, il y a de fortes chances que la pousse, elle ait du mal à prendre de la puissance. Parce que la puissance, elle se prépare dans la zone d'hiver. Et tu le vois, toi, pour les personnes que tu accompagnes, tu sens bien que parce qu'il y a eu un travail de fond suffisamment important à l'intérieur de la personne, alors du coup, elle va trouver un sens et du coup une force pour exister vers le monde extérieur. Mais le risque, c'est de passer un peu vite sur ce travail d'intériorisation. Donc lenteur, on ralentit. Alors, et cette période nous permet aussi de ralentir. Elle nous permet ça. Absolument. Si on arrive à changer d'angle et changer de regard. Elle nous permet d'avoir ce nouveau regard qui permet de nous dire, OK, bon, il se passe ce qui se passe. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais comment est-ce que je vais pouvoir ralentir? Comment est-ce que je vais pouvoir me mettre dans un autre rythme? Oui. Alors, c'est surtout une affaire après, non seulement de ralentissement, mais de profondeur aussi. On sait que tout projet, une fois qu'on a des idées, etc., c'est important de laisser reposer un peu la patte avant d'avancer. C'est tout projet qui a démarré trop vite, très souvent, il bat de l'aile par la suite. Et on peut le voir en couple. Bon, après, on a toujours quelques exceptions. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais et pourquoi pas? Et tant mieux, c'est chouette. Mais en même temps, je crois que si un projet a du mal à s'envoler par la suite, c'est que probablement il y a besoin de revenir dans plus de profondeur. Donc, je sens, en tout cas pour les personnes auxquelles je me rends compte que dans leur accompagnement, puisque j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, quand ils redémarrent sur des projets, eh ben très souvent, quand ça bat un peu de l'aile, c'est qu'il y a besoin de revenir sur des fondamentaux. Et ces fondamentaux, on les trouve à l'intérieur de soi. Quand on est passé un peu trop vite d'un monde à l'autre, mais on a oublié de passer par cette profondeur, très souvent, le risque, c'est qu'on va retrouver dans le monde qui suit les mêmes problématiques du monde précédent. Ce qui est formidable, c'est que les personnes qui sont sur Vivo Vojo sont déjà des personnes qui se questionnent, sont déjà des personnes qui s'interrogent, qui ont envie de voir, qui sont en questionnement permanent, parce que sinon vous ne seriez pas là ce soir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement le processus de la transformation, le processus du changement. Est-ce que tu as une précision encore à nous apporter sur les 4 saisons, les quatre cycles? Non, je dirais simplement que toutes ces saisons sont permanentes et que pour chacune des phases, bon, ça suppose après de rentrer, il y a des mondes dans chacune de ces phases, mais le fait de les connaître, de les accepter, ça permet évidemment de mieux les accompagner. Merci en tout cas, parce que c'est vrai que ça donne un autre regard sur le changement et regarder la nature par rapport à ça. C'est vrai qu'on a juste à suivre le plus bel exemple qui soit en fait, et savoir justement dans quelle étape vous vous situez par rapport à cette transformation et par rapport à ce grand changement. Et si vous êtes en phase d'hiver, patience et surtout soyez doux avec vous-même par rapport à ça, parce que le printemps revient, c'est une évidence par rapport à ça. Sachant que ce qui peut être vrai sur un domaine peut être différent sur un autre. Sur les catégories de vie, tu veux dire. Pas forcément dans tous nos domaines de vie sur la même saison. Heureusement. Heureusement, oui. Mais parfois, ça dépend. Si on s'est laissé beaucoup traîner, à pas prendre soin de sa vie, on finit par avoir de plus en plus de domaines en zone rouge. Et à prendre soin de sa vie, évidemment, on a de plus en plus de domaines qui sont en zone verte. Absolument. Qui est-ce qui est concerné par le changement? Est-ce que finalement tout le monde est concerné par le changement à un moment de sa vie? Je pense pas seulement à un moment de sa vie, mais à plusieurs moments de sa vie. Donc à la question, est-ce que tout le monde est concerné? Je pense que oui, tout le monde est concerné. Après, dans des niveaux parfois différents. Moi, j'ai une vie qui a eu beaucoup de changements. Je suis né en communauté.
Donc j'étais confronté à des gens extrêmement différents. Et puis en plus à des gens qui croyaient, voilà, qui s'étaient réunis parce qu'ils croyaient, ils répondaient à des valeurs, à des aspirations fortes. Donc ils avaient des raisons d'être là. C'était un peu voilà, ils s'étaient portés par un désir fort de changement. Donc ils avaient pris des positions de vie autour de valeurs et de projets forts. Et certains avaient quitté d'ailleurs des emplois ou des environnements très sécurisants pour vivre une vie qui était beaucoup moins confortable extérieurement, mais qui était beaucoup plus confortable parce qu'alignée dans leurs valeurs. Et donc du coup, très jeune, ça m'a marqué ce truc-là, probablement. Et après, est-ce que c'est ça qui m'a aidé après à changer? Je sais pas, mais à l'âge de 7 ans, je suis passé des plateaux du Larzac, puisque j'ai grandi sur les plateaux du Larzac, enfin jusqu'à 7 ans. Après, dans une ville à Grenoble, dans un quartier de 7000 logements, avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une cité. Et donc là, pour moi, c'était un changement très très important aussi, un déracinement, un bouleversement à plein de niveaux. Et puis après, il y a eu mon adolescence qui a été un petit peu compliquée. Ensuite, je me suis beaucoup mobilisé dans le monde du sauvetage par souci d'aider les autres et d'exister à travers les autres. Donc, c'était aussi une phase de changement très importante. Et puis après, il y a eu le développement personnel avec de nouveau un changement de métier puisque je faisais du sauvetage en mer. Je fais ça pendant 6-7 ans. Et puis après, j'ai 5-6 ans. Et après, j'ai orienté de nouveau mon attention, mon énergie sur le métier que je fais aujourd'hui. Mais au départ, il a été compliqué. Il y a eu d'abord cette création de l'école de PNL pendant 10 ans avec mon partenaire de l'époque, Alain Carole. Et puis après, on a eu un gros changement. J'ai créé Cohésion Internationale que j'ai développé pendant 10 ans. Puis après, je me suis séparé à nouveau de cette entreprise parce que les partenaires qui m'avaient rejoint, je participais plus complètement à ces mêmes valeurs. Donc, du coup, j'ai décidé de renaître dans un autre modèle. J'ai créé Paul Pironnet Institute et ainsi de suite. Et dans ces 3 décennies, il y a eu en plus à l'intérieur pas mal aussi de changements, de confrontations, de situations compliquées, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant qu'être humain, que ce soit effectivement, il y a eu beaucoup de bouleversements. Et c'est vrai que moi j'aime ce changement. Il y a des choses que j'aime qui durent quand même parce que c'est un changement. J'ai l'impression d'être sur un changement qui, dans le fond, d'être sur un axe de plus en plus qui est toujours le même axe, mais avec des changements qui sont permanents. Le dernier grand virage qu'on a vécu, c'est Internet, et ça a été possible parce que de nouveau, me suis investi fortement sur des formations, sur un nouveau modèle économique de développement, etc. Et ça a demandé des changements, ça a suscité des changements. Ça demande des remises en question. Ça demande des remises en question permanentes. Et il faut avoir du courage pour ça. Tout le monde a ce courage-là. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de dire aux personnes finalement qui manquent de courage? On peut avoir des périodes où on a moins de courage, où on est un peu fatigué de tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce que tu es vraiment un homme de changement, Paul. Moi, je te connais depuis des années maintenant. Et je t'ai vu te transformer. Et c'est quand il y a un changement, tu le prends comme « Oh, c'est génial là !» Il y a un changement qui arrive, je vais surfer dessus. Et tu as en fait ce mindset-là, tu as ce cerveau-là qui fait que… Alors, évidemment, c'est tout le travail que tu as fait sur toi et c'est ce que tu enseignes. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui n'ont peut-être pas encore, et je dis bien encore, ce courage-là? Alors, d'abord que c'est normal. Que faut surtout pas s'en inquiéter. Il y a des gens qui sont faits pour changer. Tous les entrepreneurs deviennent entrepreneurs parce qu'ils décident de se confronter à des problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Par définition, parce que changer engage des problèmes, engage des responsabilités. Alors, si on n'a pas décidé ou si on a des difficultés à changer, il faut pas se culpabiliser. Il y a beaucoup de gens qui sont pas faits pour changer du jour au lendemain. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passera si je change pas? La vraie question, c'est ça. C'est si je continue à manger mal, si je continue à être dans une vie qui me convient pas, affectivement, professionnellement, c'est qu'est-ce qu'il en advient de ma vie? Et au fond, est-ce que ça m'honore? Et pour ça, il faut avoir de l'estime de soi-même, déjà pour et voilà. C'est pour ça qu'un vrai changement, il commencera à l'intérieur. On peut faire des changements. Tu sais, en gros, dans le changement, il y a 2 gros types de changements, en fait, pour moi. Un peu, c'est comme si je regarde une forêt, qui a une grosse branche qui casse, on a ce qu'on appelle un changement de rupture de continuité. C'est-à-dire, il y a le décor qui va changer. Un gros changement pour moi, c'est par exemple un changement de lieu de vie, un changement de travail, un changement de partenaire de vie, etc. Ça, c'est des gros changements. Et puis, il y a ce qu'on appelle les micro-changements.
Et c'est ce à quoi je crois le plus et ceux sur lesquels je voudrais éveiller ceux qui ont le sentiment de pas changer. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de petits changements qu'ils effectuent en permanence. Et le plaisir, là encore, peut nous aider. C'est retrouver le plaisir de changer, le plaisir de manger différemment, le plaisir de s'habiller différemment, le plaisir de se promener de manière différente, le plaisir de mettre de la différence d'un jour à l'autre pour éveiller cette conscience du fait que je vais aimer le changement. Parce que on n'a pas besoin de faire encore une fois des gros changements, mais c'est comment je peux changer ma relation avec mes enfants, avec mon conjoint, comment je peux changer ma relation à l'environnement que je suis, qu'est-ce que je peux changer chez moi, que je voudrais améliorer. Et c'est être dans ce raffinement du changement, en fait, plus que dans des gros changements. C'est pour ça qu'on peut dire que le changement est un état d'esprit. Oui. C'est un véritable état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit, et puis c'est quelque chose qui... Il y a des habitudes à créer. Oui. Et moi, par exemple, je vous donne un exemple. Jusqu'à présent, quand je fais du sport, j'en faisais entre les formations, donc soit quand je suis en déplacement, soit quand je suis chez moi. Et là, depuis 15 jours, j'ai décidé de changer de façon de faire du sport. En l'occurrence, moi, j'aime bien faire du sport en général en fin d'après-midi. Et là, j'ai décidé que le matin, j'allais me lever plus tôt et aller faire du sport. Et c'est très curieux parce que je sens que mon corps, ma tête a décidé d'aller faire du sport, mais mon corps, dans les 500 premiers mètres, il résiste dans tous les sens. En tout cas, c'est ce qui s'est surtout passé dans les 5 premières sorties. Parce que j'ai mal, j'arrive pas à respirer, j'ai l'impression de me fatiguer. Et là, c'est incroyable comme tout le système nerveux ferait n'importe quoi pour que j'arrête, en fait. Et si moi, je suis pas éduqué dans ma tête à décider que j'ai pris cette décision, je sais que globalement, je vais l'expérimenter pendant 15 jours. Et si au bout de 15 jours, ça me va pas, ben, je changerai. J'ai décidé que pendant 15 jours, je ferai ça tous les matins. Et je négocie pas. Et pourquoi et comment je m'en tiens? Parce que je veux m'honorer. Et j'aime bien cette idée d'associer une décision de me faire du bien à l'idée de m'honorer. Je m'honore. Je m'honore. En prenant du temps pour moi, je m'honore. En décidant de lire 1 ou 2 livres de plus, je m'honore. En décidant de manger différemment, je m'honore. En décidant de je sais pas, m'hydrater différemment, je m'honore. Donc, je prends ce temps pour m'honorer. Ça, c'est la valeur qui est forte pour moi, qui est importante. Et puis, de santé qui est derrière. Enfin, il y a d'autres valeurs, mais c'est de trouver le levier de valeur, en fait, sur lequel je peux appuyer ma décision, parce que il y a qu'une bonne valeur pour motiver quelqu'un. Ouais, je reviens sur ce terme que tu viens d'employer, c'est que ça part aussi d'une décision. Et la décision, c'est à toi, c'est à vous de la prendre à un moment donné. On décide. On décide. Des responsabilités. Ouais, ça fait complètement partie des responsabilités. Absolument. Moi, je dis dans la vie pour évoluer, il y a 2 choses qui sont fondamentales: connecter à ses désirs et les honorer, et prendre des décisions. Prendre des décisions, ça veut dire prendre des responsabilités. Mais sans responsabilité et sans désir, la responsabilité, ça me conduit à agir. Le désir, ça me permet d'orienter, en quelque sorte, l'orientation de mon action. Il y a pas mal de questions, hein, je vois bien dans le chat, je vois vos questions défiler. Je reprendrai ces questions-là juste après, évidemment, la continuité de notre interview avec Paul, si vous en êtes d'accord. J'aimerais peut-être qu'on s'arrête un instant sur ce critère. Comment est-ce qu'on sait à un moment donné qu'on doit changer, Paul? Quelles sont juste, tu parlais des alertes. Ça, c'est une question que j'aimerais bien poser. Alors, je vais y répondre. Ouais. Mais c'est une question que j'aimerais bien poser à ceux qui nous écoutent. Ben, vas-y. Parce que je suis sûr qu'ils ont une partie de la réponse. C'est à quoi vous savez dans votre vie, mettez-moi ça en un mot, enfin, indiquez ça en un mot sur le chat, qui vous fait dire « Ah, là, il est temps que ça change ». Quels sont selon vous les éléments où je serais curieux de vous écouter là-dessus. Parce que je suis sûr que vous avez une réponse. Moi, évidemment, j'ai la mienne, je vais vous la partager. Mais j'aimerais bien avoir votre idée là-dessus. Ce qui m'empêche pas de répondre à ta question. Ah bah non, je compte bien. T'inquiète pas que j'allais te la reposer. Hein. Alors évidemment, je voudrais pas influencer les réponses, mais alors, impasse, tension, je lis un petit peu en même temps, frustration, grand malaise,
frustration, ras-le-bol, l'épuisement, la répétition, quelque chose qui ne me satisfait pas, l'inconfort. Sarah nous dit, ah, ça va trop vite. Mon ressenti, me lève le matin. Vous êtes tellement nombreux là. Bon, t'as compris quoi? Oui. Voilà, Alors, d'étincelles. Je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire, je vais montrer qu'il y a plusieurs strates qui m'indiquent qu'il est temps de changer. La première, c'est la plus légère et qui n'est pas forcément conscientisée. La première, c'est les petites frustrations qui ne sont pas assez importantes pour que je les prenne en compte. Ce que j'appelle, moi, des fuites dans le tuyau. Ça fait plusieurs fois que tu fais un truc, on est en couple, mais je te dis rien. Mais après, au bout d'un moment, ça va me chauffer un peu et là, je vais passer en phase 2. C'est-à-dire, c'est les petites frustrations que j'ai, mais que je ne prends pas en compte suffisamment parce qu'elles ne sont pas assez importantes. Oui. Donc, ça peut générer de l'insécurité, de la peur. Ça peut se manifester par de la colère, de l'irritation, de l'agacement, par des petits sentiments de tristesse parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été pris en compte, etc. Mais je me positionne pas suffisamment pour prendre des responsabilités à l'égard de ça et je laisse passer, je laisse aller. Je sens très bien que c'est pas très bon pour moi, que j'apprécie pas, que etc. Mais bon, allez, c'est pas grave. Et puis comme je me donne pas beaucoup de valeur, je me dis allez. On laisse passer. Je laisse passer, mais parfois il y a un peu d'autodévalorisation là-dedans. Et oui. Voilà. Et s'il n'y en a pas de l'autodévalorisation, c'est en tout cas l'accueil de la frustration. Ça, voilà. Et en général, le niveau 1, ce sont des frustrations que je vis intérieurement. Je les vis tout seul dans ma voiture, je les vis quand je suis... voilà, c'est ce que je me raconte, etc. Donc, c'est des moments de frustration que je vis, ce que j'appelle des alertes de niveau 1. Après, on a ce qu'on appelle des alertes de niveau 2. Alors ça, c'est la deuxième phase qui va vraiment m'indiquer qu'il est temps que ça commence à changer. C'est quand je vis des contractions fortes avec mon environnement. C'est-à-dire que j'ai des altercations qui sont compliquées. Je vais me mettre à crier, à hurler, à insulter, à fuir, à ne plus vouloir parler. Bref, c'est toutes les situations qui, sur un plan relationnel, vont devenir compliquées. Ça, c'est de l'alerte niveau 2. C'est-à-dire que là, ça commence à déconner, quoi, dans mon couple, avec mes enfants, avec mon job, avec mes voisins. Voilà, on se parle, si je laisse aller, j'ai plus envie de parler, hein, je suis dans la fuite, soit je suis dans l'agression. Ça, c'est des alertes de niveau 2. Mais pour l'instant, ça va. J'ai ma santé, je vais bien. En fond, ça va pas quand je suis avec la personne, point barre. Mais sinon, dans ma vie, ça va. Après, on a des alertes de niveau 3. Il y en a combien comme ça? 4 niveaux. Enfin, la quatrième, elle se termine à la morgue. Mais la troisième, c'est quand, et là, c'est vraiment important, c'est ce que je vais appeler un burn-out. Oui. C'est-à-dire que là, il y a une cassure. La particularité du niveau 3, c'est que je vais devoir faire appel à quelqu'un pour me sortir de là. Ça peut être un médecin, parce que ma santé en a pris un gros coup. Ça peut être un gros accident qui va arrêter ma capacité à travailler ou à être en lien. Ça peut être, voilà, c'est des situations qui vont engendrer une prise en charge par l'environnement. Je vais perdre mon boulot, je vais me mettre dans un échec de relation et donc du coup je vais perdre mon conjoint, je vais me mettre dans un échec professionnel, donc je vais perdre mon entreprise. Hein, c'est des gros échecs qui n'arrivent pas en un coup. Ils arrivent en général. Alors la situation actuelle secoue le panier, hein, parce qu'en ce moment, avec le contexte dans lequel nous sommes, l'univers nous secoue un peu. C'est-à-dire que si on est dans un couple qui bat de l'aile et qu'on n'a pas appris à corriger ça, c'est clair qu'avec les tensions actuelles, ça va prendre de l'accélération. Si je suis dans un job qui va pas bien, la tension va augmenter. Si je suis dans une santé qui va pas bien, bah c'est clair que je vais avoir un système de défense qui risque d'être encore plus fragilisé. Si j'ai une psychologie qui va vraiment pas bien, je vais descendre encore plus vite que les autres dans le problème. D'accord ? La particularité de niveau 3, c'est que je vais devoir être pris en charge par un environnement. Alors, c'est pas parce que je suis pris en charge dans un environnement que je suis forcément au niveau 3, mais c'est la manière dont c'est arrivé en fait. D'accord ? 4. Voilà. Et le niveau 4, ça se passe, en général, c'est que ça se passe, soit je finis à la morgue, parce que je me suis suicidé. Donc, c'est destruction définitive de moi-même. Hein, je me suis suicidé à petit feu ou à grand feu. Soit j'ai trucidé l'autre, hein, c'est-à-dire que
mon conjoint, j'en voulais plus, donc je lui ai planté je l'ai tué, quoi, en gros. Donc, j'ai assassiné, en gros. Soit j'ai tué, alors par intention, soit par erreur, mais en tout cas, voilà. Et ça se termine, voilà. Niveau 4, c'est la destruction pure et simple. Ça peut être la drogue. C'est intéressant d'avoir ces 4 niveaux, effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir avec tes possibles vis-à-vis de soi, parce que absolument, des moyens de destruction. Mais c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on se situe dans ce curseur-là entre 1 et 4 finalement, enfin, entre 1 et 3. On peut toujours remonter. Enfin, une fois qu'on est mort, c'est un peu tard. Il faudra attendre la vie suivante, mais on peut toujours remonter. Même au bord du suicide. C'est ça qui est plutôt. Voilà. Ça, c'était sur, voilà, on peut dire les indicateurs. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit changer? En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réponses là-dessus. Merci à vous pour répondre comme ça dans le chat, parce qu'il y a plein de petits mots qui sont là. Ça pourrait t'intéresser. Vas-y. Si je peux me permettre un petit complément, parce que souvent c'est une question qui tombe, mais faut-il souffrir beaucoup pour entraîner un changement puissant? Et en fait, non. Parfois, il a fallu que je tombe dans un burn-out pour véritablement décider de m'occuper de moi et de me faire accompagner pour remonter vers un changement qui va être important. Mais maintenant, ça, c'est parce que j'ai juste oublié de prendre en compte les indicateurs. Mais j'ai pas besoin de descendre dans la souffrance pour rebondir. Mais si je suis dans la souffrance, zéro critique, c'est juste que l'univers vient me chercher de plus en plus fort. Il va me secouer de plus en plus fort jusqu'au moment où, si je décide de mourir, il me fera disparaître. Mais parce que j'ai plus lieu d'être ici. Donc tout ça, c'est juste de l'amour en fait. C'est-à-dire que la crise qui nous arrive, c'est juste de l'amour en fait. C'est Polo, remue-toi les fesses parce que si tu continues comme ça va mal aller quoi. Mais c'est toujours toi qui as le désir, qui as le choix. Moi, je dis toujours que Dieu n'a pas tous les pouvoirs. Dieu, il a le pouvoir de m'amener vers l'amour, mais c'est encore moi qui dois décider du chemin que je prends, en fait. On va avancer parce que c'est vrai que l'heure tourne. On peut raconter une petite histoire. Vas-y. Tu sais, c'est le type qui croit beaucoup en Dieu, comme ça, il est dans la vallée, puis la rivière monte très très fortement parce qu'il y a des pluies très très importantes. Et puis du coup, il y a des gens qui viennent le chercher et qui lui disent venez avec nous. Il dit non, moi je reste dans ma maison, je crois en Dieu, etc. Et puis l'eau monte, et puis au bout d'un moment, toute la maison est entourée d'eau en fait. Et là, il y a un bateau qui passe qui lui dit monsieur, venez avec nous parce que sinon l'eau monte, vous risquez d'être emporté. Non, moi je crois en Dieu, je suis très croyant, etc. Et puis l'eau monte tellement que finalement, il se retrouve sur le toit de sa maison. Et là, c'est un hélicoptère qui passe par là. Et qui lui dit monsieur, venez avec nous parce que votre maison va être emportée. Non, je suis croyant jusqu'au bout, etc. Et puis finalement, la maison se fait emporter, le type meurt, arrive au paradis. Et là, il dit à Dieu, écoute, je comprends pas, moi qui ai eu tant la foi en toi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je meure? Il dit, écoute, je t'ai d'abord envoyé des gens avec une voiture pour venir te chercher. Après, je t'ai envoyé un bateau, t'as toujours rien réagi. Puis après, je t'ai envoyé un hélico et t'as toujours rien réagi. Donc, mon frère, je peux pas faire autrement. Voilà, donc Dieu n'a pas tous les pouvoirs, encore faut-il que je décide de changer. J'aimerais te poser une question qui est très importante, en tout cas quand on est facilitateur de changement. Oui. Il y a un prix à payer au changement, on le sait. Et ce mot, il peut choquer parfois certaines personnes, mais moi j'adore l'utiliser parce que je trouve que c'est important aussi de temps en temps de se rendre compte, oui, il y a un prix à payer changement. Et quel est ce prix à payer? Et est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quel serait le prix à payer au changement, en tout cas, dans ta vie? Alors, si on en revient aux indicateurs que j'ai évoqués, plus on va descendre vers le bas, plus le prix va être élevé, plus ça va coûter cher. C'est un peu comme rattraper un véhicule qui dérape. Si on fait tout de suite ce qu'il faudra pas beaucoup d'énergie pour rattraper le véhicule. Si maintenant il se met vraiment en travers, il faut être un champion pour le rattraper. Et si le véhicule a commencé à faire des tonneaux, ça va être compliqué de le ramener tout seul. Il va falloir de l'assistance pour aller le chercher. Donc, j'ai envie de dire que le prix du changement, il va être proportionnel à l'écart dans lequel je me suis mis entre ce que je vis et ce que l'environnement me montre. Oui. Il est clair que si ça fait des années
que je fais des formations en salle. Et parce que je me suis toujours dit, ah non, c'est mieux la formation en salle, le contact, etc. Non, Internet, je suis contre. C'est clair qu'aujourd'hui, j'existe plus. Voilà. Alors, je pourrais toujours dire que c'est la faute de l'État, que c'est etc. Mais la réalité, c'est que je suis à l'origine d'un problème qui a commencé il y a un moment déjà. Ou d'une opportunité qui existait déjà il y a un moment, mais que j'ai pas prise en compte. C'est tous les problèmes des entreprises qui ont disparu. Prenons Kodak, qui s'est pas réadapté au numérique, qui a fini par disparaître alors que c'était quand même une entreprise leader à l'époque. Donc, le prix du changement, il est proportionnel à l'écart dans lequel je me suis mis, à l'égard, et là j'aimerais bien que tout le monde entende, à l'égard de ce qui brille à l'intérieur de moi. Nous sommes nés pour briller. Mais nous avons la responsabilité d'aller chercher cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Et si on ne sait pas trouver cette lumière, la deuxième responsabilité, c'est de demander. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous aider, dont on fait largement partie, à retrouver cette lumière. Mais demander, ça fait partie de la responsabilité, ça. C'est comme le type qui est là avec le bateau qui vient le chercher ou l'hélicoptère qui vient le chercher. Donc, à un moment donné, il faut accepter de demander. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on demande, très souvent, on a des réponses. Pas forcément tout de suite. Et puis après, il y a la question, c'est la manière dont je demande. Bref, mais en tout cas, nous sommes nés pour briller et notre responsabilité. Et ça demande un coût, ça demande un prix, ça demande un investissement, ça demande un changement qui commencera à l'intérieur, mais dont on ne mesure pas les bénéfices au moment où on démarre. Je ne peux évidemment que boire tes paroles, puisque tu sais combien voilà, la lumière interne fait partie du chemin, en tout cas, dans lequel j'évolue. Et voilà, tu sais que ça fait vraiment partie des choses essentielles, en tout cas pour moi, et qui a fait que je me suis vraiment transformée par rapport à ça. Les premières étapes, rapidement. La première étape, si on décide de changer, par exemple ce soir, si quelqu'un décide de changer ce soir et se dit, OK, là, je prends cette décision et je prends cette responsabilité, ce serait quoi pour toi le premier pas à faire? Tout le premier pas, c'est d'écouter son émotion. Et là, on va dire, il y a deux choix possibles. Soit je suis en phase d'auteur, la satisfaction, quelle est la valeur qui se révèle derrière ce niveau de frustration? C'est quoi ma valeur? Si je me sens enfermé et pas bien aujourd'hui, c'est que j'aspire à plus de liberté. Si je me sens aujourd'hui dans la contrainte économique, dans le manque, dans la peine, dans la peur économique, c'est que j'aspire à de l'abondance économique. Et il faut que je prenne cette valeur comme une véritable valeur. C'est un important. On ne sait pas encore comment on va y répondre, mais c'est important. Non pas que je reste dans le manque d'argent, mais dans le désir d'en avoir. Si je suis en manque de relation, ça révèle cette tristesse que je vis, ou cette solitude que je vis. Ça révèle mon désir d'être en lien. Et c'est pas parce que je suis connecté à mon désir d'être en lien que je vais tout de suite avoir des liens. Mais je vais pas rester dans le même processus si je suis conscient de ma solitude ou si je suis conscient de mon désir de lien. Et mon désir de lien, après le désir, on a vu, ça c'était la petite braise qu'il faut souffler. Après, on a une deuxième bûche, c'est l'amour. Si j'ai le désir de lien, dans quoi je peux aimer les liens? Les liens avec qui? Mes voisins, mon truc. Et comment je peux créer du lien aujourd'hui? Et aimer ce lien. Et le reconnaître comme un élément moteur pour moi, c'est ça. Et mettre de la valeur là-dessus. Voilà. Mettre de la valeur là-dessus. Ah, et alors après, les gens me disent, ah mais Polo, tu comprends, des gens comme toi, j'en ai pas autour de moi, etc. Moi, j'aimerais bien, je suis pas nourri, etc. Je dis, tu sais, autour de toi, il y a les meilleures personnes qui soient. Il y a Google. D'abord, il y a Google. Et puis, j'ai envie de dire aussi que les gens qui sont autour de nous ont tous le même besoin. Le besoin de considération, d'amour, d'être valorisé. Donc, c'est important d'apprécier, d'apprendre à apprécier les gens. Peut-être que aujourd'hui j'ai des problèmes avec mon voisin et si je m'arrêtais et que je l'écoutais vraiment et que je me mettais à me dire qu'est-ce que je peux apprécier chez cette personne ou qu'est-ce qu'elle me révèle.
elle m'aide à grandir aujourd'hui. Donc, en quoi cette situation m'aide à grandir? Et comment je peux apprécier? Et là, on n'est plus dans le rejet, mais dans l'accueil. C'était ma deuxième alerte rouge de tout à l'heure. L'accueil. Aimer. Et j'aime pas les frustrations pour les frustrations qu'elles génèrent. J'aime les frustrations parce qu'elles vont derrière me révéler un champ de possibilités. Une crise, c'est quoi? C'est quand je me confronte, parce que je vais faire du sport, à monter un escalier de 150 marches en courant, ben je décide de me confronter à une difficulté pour faire grandir intérieurement, on pourrait dire une faculté. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est quelle est la difficulté que je rencontre et quelle faculté elle va m'amener à développer. Et c'est pour ça que je dois avoir de l'amour sur ce qui se passe. Et en plus de ça, je rajouterais que le fait d'être en lien presque amoureux avec mes problèmes, ça augmente mon facteur d'intelligence quant à la façon de les gérer. Voilà. Bon, là, on va un petit peu loin, mais et pourtant c'est un autre sujet sur l'homme et la femme amoureuse, mais de la vie en fait. Mais ça, oui, de toute situation qui m'arrive en fait. Absolument, absolument. C'est une affaire de lien. Je vais avancer parce que j'aimerais qu'on donne la parole quand même, enfin la parole en tout cas sur le chat à toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir. Mais d'abord, un petit topo bien sûr sur ce qui vient de se dire. On a parlé bien sûr du changement. Tu nous as dit que c'était un véritable processus, que bien sûr que ça fonctionnait par étapes. Vous avez bien compris les 4 étapes, les 4 cycles. Il y a des alertes au changement. Donc tu nous as bien expliqué les 4 phases. Donc c'est vraiment intéressant les alertes 1 niveau, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et prenez le temps. Je crois qu'une des conclusions importantes à dire, c'est que prenez le temps. Le changement prend du temps et essayez d'être dans ce curseur temps. Ça, c'était important. C'était vraiment cette conférence en fait que tu nous as donné, cette interview que tu nous as donnée sur la transformation et le changement. Parce que pour faire face à cette situation, pour accompagner justement les gens à travers le changement, tu as créé un programme, Paul, qui s'appelle Nouveau Départ. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme-là? Comment est venue l'idée justement de ce programme? Et on va faire quelques minutes là-dessus. Et après, écoutez, je vais regarder moi vos questions et on prendra bien sûr 10 minutes pour répondre à toutes ces questions-là. J'espère que ça vous donne au niveau du temps. Comment il est né? Il est né en fait lors du premier confinement, puisque mon entreprise s'est donc arrêtée pour les formations en salle, comme tout le monde. Et du coup, j'ai pris beaucoup de temps sur les réseaux pour aller écouter. J'ai envoyé beaucoup de mails pour auditer, comprendre ce qui se passait pour les personnes. Et du coup, j'ai décidé de construire un programme court que j'ai proposé pour la première fois au mois de mai l'année dernière et qui, à ma grande surprise, a eu énormément de succès. Je crois que sur une semaine, on a dû emporter un peu moins de 300 personnes sur le programme. Et j'avais jamais fait autant de ventes d'un coup. Et c'était vraiment super parce que c'est un programme en 3 parties. Une première où j'ai fait 7 vidéos qui sont un peu des vidéos de coaching pour axer les personnes sur la remise en confiance, parce que pour moi, la confiance, c'est la base de tout. Donc, retrouver de la confiance quant au fait de passer à l'action, c'est-à-dire de passer et de remettre le focus sur ce qui est vraiment important dans sa vie. Donc, j'ai isolé de mon enseignement de base les 5-6 points qui font le plus gros changement. Et je propose aux gens je les accompagne très directement, en fait, au cours de la vidéo. Ça dure, je crois que les 7 premières vidéos doivent durer entre 20 et 25 minutes à peu près. C'est très impactant en fait. Voilà. Donc il y a 7 vidéos qui sont vraiment axées sur reprends confiance en toi et je vais te démontrer comment n'importe quel problème que tu vis dans les 3 jours qui arrivent, tu es capable de le changer. Donc, ce sont des exercices que tu connais, qui sont tirés de la PNL, mais j'ai vraiment fait une concentration là-dessus pour apprendre à réaxer son attention sur ce qui est important, de retrouver cette énergie intérieure qu'on est capable d'aller rechercher pour justement faire face à toute situation qui devient importante et qu'on a besoin de transformer. Et puis revenir sur les bases de la communication, parce que quand on est en situation de tension, il y a plein de sources de conflits qui peuvent naître. Et donc revenir sur la qualité d'écoute et vraiment les fondamentaux. D'ailleurs, confiance en soi et passage à l'action, de remettre les gens dans le moteur en fait. C'est hiver-printemps. Après, il y a une deuxième partie qui est très axée sur ce qui fondamentalement va donner du sens. Donc, je crois qu'il y a 8 vidéos où sont des vidéos très courtes, elles durent 10 minutes et vous avez un livret à côté qui vous accompagne dans un processus de réidentification des valeurs importantes.
Donc, on va aller chercher en fait d'abord, qu'est-ce que me révèle la situation actuelle en termes de frustration, et derrière ça, qu'est-ce que ça révèle comme important. Puis après, on va aller prendre là-dedans, qu'est-ce qui est le plus important. On va identifier les valeurs. On va se projeter un peu dans le futur pour vraiment valider celles qui sont les plus importantes, etc. Et surtout, comprendre aussi qu'est-ce qui va jouer si je éveiller en fait notre conscience sur les conséquences si jamais je change pas. Ça, c'est pour retrouver notre boussole. Donc, le deuxième, c'est vraiment la boussole. Et après, on intègre l'ensemble des bases de la PNL, c'est-à-dire c'est le premier niveau qui permet d'être véritablement acteur de sa vie, de sortir de toute situation quotidienne où j'aurais tendance inconsciemment à me mettre un peu en mode victime, à reprendre le pouvoir et à repasser en mode acteur, créateur, auteur de sa vie, c'est-à-dire en gros centré sur des valeurs, capacité à orienter son attention sur les résultats qu'on cherche, remobiliser son énergie intérieure, travailler sur sa communication et sur ses valeurs. Enfin bref, quelque chose de plus complet, évidemment. C'est de la PNL en fait. Hein, c'est l'intégralité d'un séminaire de base PNL. On a énormément de retours positifs. Et puis après, il y a des bonus que j'ai rajoutés là-dessus. Il y en a un qui est une soirée sur laquelle j'offre en fait un webinaire sur lequel les gens peuvent je leur expose la manière d'utiliser au mieux ce programme pour en profiter au maximum. Une deuxième soirée sur l'ikigai que je fais avec quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Béatrice Fornari. Et on va le refaire puisque j'ai proposé à l'équipe dirigeante du programme qui le propose de refaire un webinaire là-dessus avec Béatrice Fornari. Donc en direct, on refera un webinaire sur l'ikigai parce que pour compléter le travail sur les valeurs et tout ça, l'ikigai, c'est cette faculté à identifier ce que l'on aime, ce qui fait partie de notre mission, ce qui fait partie de notre vocation et enfin de notre profession. Donc ça permet d'éclairer énormément l'ajustement en fait de notre boussole intérieure. Et puis après, il y a un deuxième webinaire avec notre ami que tu connais bien, Christian Junot, puisque on va être dans la relation affective à l'égard de la peur de l'argent, la peur de manquer notamment en lien avec l'argent, puisque c'est un grand spécialiste de la chose. Donc on fait une soirée ensemble là-dessus. Et puis il y aura une dernière soirée que je proposerai à la fin du programme pour revenir sur toutes les questions qu'ont suscité le programme, qui va se faire, je pense, au cours du mois de décembre. Voilà, je pense que vous avez un aperçu en fait de tout le programme. C'est extrêmement complet. On parle aussi bien finalement des valeurs que de l'argent, que bien sûr des bases de la PNL. Et c'est vrai que les bases de la PNL, là, c'est des petits bijoux. Hein. C'est des petits bijoux de compréhension. Ayant fait plusieurs fois les bases avec toi. T'es passé par là. Oui, je vous garantis que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Sachez que le prix de lancement, il y a une offre spéciale Vivo Vojo, un prix de lancement qui est à 347 au lieu de 497 et vous avez une possibilité bien sûr de payer en plusieurs fois. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Paul, par rapport à ta formation, à cette formation que tu offres ici sur Vivo Vojo? Alors, une chose importante, c'est que avoir une formation, c'est riche, c'est important, il y a beaucoup de contenu. Faut le faire si vous sentez que c'est le moment. C'est pas parce qu'il y a une offre qu'il faut le faire parce que vous sentez que c'est le moment. Et puis surtout, faut savoir que ça va venir vous chercher à l'intérieur. Voilà, ça c'est clair. Mais c'est une belle façon de se chercher à l'intérieur. Mais voilà, ça va demander de poser sur la table des choses. Il y a beaucoup d'exercices pratiques. Faut pas regarder ça comme on regarde Netflix. Hein. Faut le faire et le décider. Moi, je serai derrière vous d'ailleurs dans les webinaires pour vous apporter le maximum. Moi, c'est ma passion d'aider les gens à se transformer. Aujourd'hui, je gagne suffisamment bien ma vie pour je pourrais complètement arrêter si je voulais. Moi, je fais ça parce que j'aime faire ça et j'aime être avec des gens qui ont vraiment cette aspiration à se transformer. Et voilà, donc faites-le si vous êtes à ce niveau-là, sinon le faites pas, vous avez peut-être plein d'autres choses à faire. Voilà ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce programme. Il y a eu pas mal de questions. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous rappelle, essayez de faire des questions assez courtes. On a 10 minutes à peu près entre nous. Vous redire également qu'il y aura un replay de cette soirée, de ce webinaire qui vous sera envoyé dès demain sur votre email. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre ou alors il y avait des coupures ou il y avait des difficultés, sachez que c'est pas grave. Le replay vous sera envoyé dès demain. Et vous avez aussi un replay sur la chaîne YouTube Vivo Vojo et qui sera sur la chaîne Vivo Vojo. Écoutez, je vais prendre les questions. Il y a déjà une petite question
et après on ira plutôt sur le fond, sur toute la conférence du démarrage. Claire qui nous demande la différence entre base PNL et cette formation. Si tu peux répondre en quelques secondes là-dessus, c'est bien. Alors, en fait, c'est une formation qui est complétée par le programme des 7-8 vidéos qui sont au départ, qui s'appelle donc Confiance en soi et Passage à l'action. Et puis, il y a le programme aussi sur les valeurs qui est en plus. Voilà. Et puis, il y a aussi les webinaires avec Béatrice sur le Ikigai et puis avec… voilà. Après, sinon, le reste, on revient sur l'ensemble des bases. Et c'est toujours intéressant de revenir sur ces bases pour continuer à grimper. Grégory qui nous dit la seule chose qui permet de se détendre et d'envisager un changement de travail, dans quel niveau d'alerte du coup je me situe et comment composer du coup avec ce travail en attendant d'avoir changé d'activité. Donc deux questions en une. Le niveau d'alerte, ça dépend du. Moi, je connais pas. Je connais pas. Qui est-ce qui a posé la question? Grégory. Alors Grégory, je connais pas évidemment votre niveau d'alerte émotionnelle. Je ne sais pas à quel niveau vous vivez des satisfactions, mais sachez que si vous êtes dans des situations de problématiques relationnelles importantes avec votre environnement, c'est que vous êtes sur du niveau 2. Si vous êtes aujourd'hui contraint à arrêter pour des risques voilà d'excès de problématiques, c'est que vous êtes sur du niveau 3. Voilà, mais vous n'avez pas besoin d'attendre de descendre dans ces niveaux pour commencer à changer. Donc c'est plutôt l'éclairage sur qu'est-ce qui est important à vos yeux aujourd'hui intérieurement. Donc tout ce travail sur les valeurs et tout ça qui peut vous aider à clarifier. Mais voilà, qu'importe le niveau d'alerte, j'ai envie de dire, l'idée c'est de vous ramener à ce à quoi vous aspirez le plus aujourd'hui. À votre essentiel. Absolument. Et savoir quel est l'essentiel. Marie-Pierre qui nous demande d'avoir le désir de quelque chose n'est-il pas une autre forme d'expression de manque? Donc vibration de manque, vibration de désir. Alors, il y a deux choses, parce que je peux manquer, par exemple, d'argent et avoir le désir d'en avoir. Le désir, alors ça, c'est le premier niveau. Après, j'ai besoin d'aller plus loin avec vous dans un processus, c'est d'entrer vraiment dans le sentiment d'abondance. Mais ça, j'en parlerai plus tard. C'est-à-dire que même si j'ai peu d'argent, entre le désir d'en avoir et le sentiment intérieur d'abondance que j'en ai, parce que même avec 10 €, je peux vivre de l'abondance. Tout dépend le référentiel dans lequel je suis. Je peux vivre de l'abondance dans mes relations, je peux vivre de l'abondance dans ma santé, quel que soit le niveau où j'en suis. Mais psychologiquement, pour me remettre dans une spirale d'évolution, il faut que j'aille toucher ce niveau d'abondance. Pourquoi? Parce que c'est plus une affaire d'intention. La croissance, c'est une affaire de vibration, dit autrement de fréquence. Et la fréquence la plus puissante, c'est une fréquence intérieure, en fait, et qui découle d'un sentiment d'abondance, en fait. Et voilà, je vais pas trop partir là-dedans maintenant, mais voilà, l'intention c'est la première étape. La deuxième, c'est d'entrer dans voilà, dans ce que j'appelle un niveau de fréquence plus élevé. Monter son énergie par rapport à ça. Véronique nous dit quand on a du mal à avoir, ça évidemment c'est intéressant, quand on a du mal à avoir accès à son feu intérieur, à ses désirs finalement, comment est-ce qu'on peut faire? On peut appeler Laura par exemple, qui saura très bien faire ce qu'il faut. Et puis sinon, écoutez, ça va commencer par de l'écoute de soi-même, et puis apprendre à ressentir et à reprendre la responsabilité de s'honorer. Voilà. J'adore ce mot. On est là pour ça. Il y a énormément de propositions sur Internet. Vous savez, moi, je repense à il y a 30 ans. C'était très coûteux. La moindre formation que j'allais faire, moi, je payais 2000 francs à l'époque. Mais 2000 francs, c'est comme 2000 € aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, pour moins de 500 €, je crois que c'est 390, ou 95. Le programme que vous avez là, c'est une formation qui représente 780 € au plus bas et plus de 1000 € pour ceux qui viennent du monde de l'entreprise. Donc, voilà, et je vous parle pas de toutes les périodes cumulées en ligne qu'on a en plus. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a accès de plus en plus à des choses. Après, le vrai travail, il reste intérieur. Ouais. Il y a Sébastien qui nous demande, je suis au niveau 3, on a parlé des 4 niveaux tout à l'heure, est-ce que c'est déjà trop tard ou ce sera très long? Non, c'est jamais trop tard. Et après, ça va dépendre des outils dans lesquels je vais. C'est incroyable comme les solutions arrivent vite à partir du moment où on a décidé de changer. Voilà. Donc c'est plus une affaire de mindset, d'énergie intérieure et de comportement. De toute façon, quoique là où vous en êtes, c'est parfait. La vraie question, c'est est-ce que je continue à descendre ou est-ce que je décide de remonter?
Et après, c'est une affaire d'inclinaison. On pourra prendre le temps pour certains et c'est parfait. Pour d'autres, ça ira plus vite parce qu'il y aura un travail de mindset, d'entraînement. C'est comme décider de se remettre au sport. Je peux commencer doucement et mettre 3 mois, 6 mois, 1 an pour me remettre ou accentuer un peu la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où une décision est prise, on peut prendre assez vite de l'accélération. Il y a Nina qui nous dit comment, c'est intéressant ça, parce qu'on a souvent cette envie-là, comment aider un proche à sortir de cet état de victimisation, la phase hiver, donc, qui l'empêche totalement de réaliser un changement, et où est-ce qu'un changement va devoir venir de sa part? Alors, là encore, ça s'apprend ça, hein, mais la première chose à faire, c'est pas de vouloir le faire changer. La première chose à faire, c'est de l'écouter sur la manière dont il vit actuellement sa vie. Et est-ce qu'il a conscience du fait qu'il y a des moments ça va pas? Pourquoi? Parce que la première chose qu'on va faire, c'est l'éveiller à la frustration. Et ensuite, aux éléments qui participent à cette frustration-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait qui l'amène là-dedans? Et ensuite, est-ce qu'il a envie de continuer là-dedans? Et quand on a un véritable non, alors ensuite, on va aller chercher, mais si c'était différent, qu'est-ce que tu aimerais? Et surtout, on évite de lui faire des propositions, parce que sinon, vous allez avoir de la résistance. Mais tout ça, ça s'apprend. Voilà, c'est partie des bases que n'importe quel professionnel bien formé, j'ai envie de dire, vous donnera. Comment s'honorer? Dans mon cas, je sais que je dois changer, c'est Solange qui nous dit ça, mais qu'on n'est pas inspiré pour la suite à donner. C'est là que l'accompagnement commence. C'est-à-dire que si c'est exactement comme être dans un bateau et avoir perdu le cap, on ne sait plus où il faut aller. Il y a un moment donné, je peux continuer à avancer avec mes rames, avec mon moteur, avec tout ça, avec les vents. Il y a un moment donné, ça vaut le coup de faire appel à quelqu'un qui a la cartographie, qui connaît le terrain, qui a déjà navigué et qui connaît du coup l'environnement et qui va par des cartes qu'il connaît, par des propos, et qui va vous diriger en fait. Et c'est là que l'assistance devient intéressant. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, si j'ai une roue qui crève à ma voiture, je sais la changer, mais je vais pas la changer. Je vais prendre mon téléphone, je vais appeler les services secours et ils vont faire ça pour moi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est appel. Et c'est beaucoup plus rapide. Il y a Tati Ramima qui dit: depuis un mois, j'ai amorcé un coaching individuel avec un coach de vie et cela ne m'apporte pas grand-chose. Est-ce que c'est parce que je ne m'investis pas beaucoup? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit le coach manque de compétences, soit j'ai moi-même du mal à mettre en pratique ce qu'il me propose. Après, il faudrait aller voir plus dans le détail. Mais si j'ai vraiment envie de changer, en général, je vais avoir envie de changer de coach. Oui, c'est ça. Dernière question de Gilles. Je suis en phase de reconversion professionnelle en voulant développer une activité de coach formateur. En quoi la formation Nouveau Départ pourrait être un catalyseur pour moi? Alors d'abord par l'apport d'outils extrêmement concrets qui ont été très très largement travaillés en fait et qui sont, je pense, vraiment pertinents pour un formateur qui voudrait aider des gens à changer. Paul, est-ce que tu aurais une petite conclusion par rapport à cette soirée? Tu vois le chat défiler, j'ai essayé de synthétiser toutes les questions. Est-ce que tu souhaiterais conclure sur justement le changement et donner peut-être un petit mot, un petit conseil, un outil aux personnes qui ont ce désir-là de se transformer par rapport à ce qu'on traverse aujourd'hui? Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que je sais qu'il y a en eux une partie qui aspire à se transformer. D'abord parce que sinon ils ne seraient pas là ce soir. Et que même s'ils ne croient pas aujourd'hui à la possibilité de ce changement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de changer. Et ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est honorer cette partie. J'honore, je vous remercie d'être là à ce titre d'ailleurs, parce que probablement si vous êtes là, c'est que il y a cette partie de vous qui aspire à grandir et que le plus important, ça va être de l'écouter et d'accepter l'idée que si vous savez pas comment cette partie peut grandir, d'autres le savent, et que dès que vous allez vous remettre en route, pour ceux qui sont dans des phases un peu compliquées, eh bien vous allez vous ouvrir des portes que vous n'imaginez pas, parce que vous ne savez pas il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas que vous savez pas. En fait, c'est même pas que vous savez pas, c'est que vous ne savez pas que vous savez pas. En fait. Et donc, du coup, croyez au fait que le changement est possible, que l'univers est là pour vous faire grandir et que si aujourd'hui ça colle pas, c'est juste parce que vous avez besoin de réorganiser les choses autrement. Voilà, donc d'accepter l'idée que c'est possible de changer.
Et donc, je voudrais honorer cette partie de vous qui aspire à grandir et j'espère que vous allez lui donner de plus en plus de place. Moi, je vous souhaite évidemment de continuer à honorer, aimer cette partie de vous. Et puis, encore une fois, d'accepter l'idée que le monde vous aime probablement bien plus que vous ne savez que vous êtes aimé. Merci pour ce bel éclairage, Paul. En tout cas, merci pour toutes tes explications sur la transformation, sur le changement. C'est toujours un plaisir de t'écouter, de gober tes paroles, parce que c'est vrai que tu nous apportes à chaque fois des outils extrêmement concrets. Donc, merci à toi. Merci. Merci. Des excellentes questions. Et merci à tous dans le chat. Alors, pardon, il y a peut-être des questions que j'ai omis, mais bon, on a un timing aussi à respecter. Mais en tout cas, on essaiera de prendre le temps de vous répondre directement pour les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse. J'espère que vous avez apprécié bien la valeur de cet échange. Merci à vous tous. Si vous avez, je vous rappelle, envie d'aller un petit peu plus loin, d'en savoir plus, vous allez recevoir dès demain des informations sur tout ce qui s'est dit là, des informations sur bien sûr le programme avec les détails de la formation de Paul Pironnet, le replay bien sûr de cette soirée. Je vous rappelle qu'il y aura un prochain webinaire qui aura lieu avec François Lemay, notre ami François Lemay du Québec. C'est le 19 novembre. Ne loupez pas cette date-là, ça va être aussi un moment extrêmement magique, vous le verrez. Je vous souhaite une excellente soirée, portez-vous bien et je vous souhaite un très 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 joli départ à vous tous. Merci. Merci à vous.